Bonjour, aujourd'hui nous allons voir ensemble les principaux processus qui permettent de comprendre les effets de la pleine conscience. Comment on peut comprendre le fait que la pleine conscience développe à la fois un bien-être physique, mental et social, de meilleures performances au travail et d'autres choses que nous allons découvrir aujourd'hui. Alors le premier processus sur lequel les chercheurs ont travaillé, c'est le processus d'autorégulation attentionnelle, la capacité à focaliser son attention sur l'instant présent. C'est quelque chose qui est fortement développé par les pratiques de pleine conscience. Donc ça augmente la capacité de concentration par le fait qu'on arrive plus facilement à récupérer l'attention lorsqu'elle part ailleurs, lorsque les pensées nous emmènent ailleurs. D'autre part, les recherches ont montré que, en termes de processus attentionnel, on a une amélioration de la flexibilité attentionnelle, c'est-à-dire la capacité de passer d'une tâche à une autre. Lors du premier cours, je vous avais parlé du fait que l'on se fait déranger toutes les 3 minutes ou toutes les 11 minutes selon les recherches. Et cette capacité de pleine conscience, en fait, nous aide aussi à mieux nous adapter à cette situation actuelle d'interruption dans le cours du travail. Et donc, par le fait qu'on arrive mieux à changer d'activité en restant focalisé plus rapidement sur la nouvelle activité. Donc c'est ce qu'on appelle la flexibilité attentionnelle. D'autre part, les recherches ont montré une amélioration de la flexibilité cognitive, c'est-à-dire le fait d'être capable de changer de stratégie cognitive face à une nouvelle situation. Par exemple, il y a une étude qui a été faite avec des participants de programmes de pleine conscience où on leur demandait de repérer dans une grille de mots croisés un mot. Donc à chaque fois, ce mot était écrit en diagonale. Du coup, c'était rapide, ils repéraient facilement. Et puis d'un seul coup, sur la prochaine grille, le mot apparaissait à l'horizontale. Et donc les chercheurs ont mesuré le temps de réaction, le temps que mettait le participant à repérer que le mot n'était plus à l'horizontale, mais n'était plus à la verticale, mais à l'horizontale. Et donc ça, c'est une mesure de la flexibilité cognitive, c'est-à-dire que les participants qui pratiquaient la pleine conscience étaient beaucoup plus rapides à changer de stratégie cognitive et à se rendre compte qu'en fait, il pouvait y avoir des solutions plus adaptées dans différents contextes que celle qui était la plus habituelle. Les chercheurs ont aussi montré que la pleine conscience améliore les capacités de mémorisation, en particulier la mémoire de travail. Donc on arrive mieux, puisqu'on est plus attentif à ce qui est en train de se passer, on arrive mieux à retenir les informations et ensuite à les restituer. D'autre part, il y a un processus particulier qui est permis par la pleine conscience, c'est qu'on arrive à arrêter la tendance à élaborer sur l'expérience. C'est-à-dire qu'en général, on vit une expérience dans l'instant, et au lieu de rester en contact avec cette expérience, on part ailleurs en jugeant ce qui est en train de se passer, en se disant par exemple « Ah tiens, ça me rappelle ceci, ah ça j'aime pas trop », et en fait on part ailleurs. Ça c'est ce qu'on appelle les processus d'élaboration cognitive à partir de l'expérience. Donc on quitte l'expérience et on part ailleurs. Et en fait la pratique de pleine conscience nous aide à moins avoir cette tendance à partir ailleurs dans une élaboration personnelle de la situation et donc permet de libérer davantage de ressources attentionnelles pour être vraiment présent à ce qui est en train de se passer. Donc par exemple, si vous êtes en cours et que régulièrement vous partez ailleurs sans vous en rendre compte, vous perdez les 3/4 des informations. Si au contraire vous pratiquez la pleine conscience et vous arrivez à rester vraiment davantage présent, alors vous allez retenir beaucoup plus facilement toutes les informations. Alors toutes ces recherches qui ont été faites sur les processus attentionnels ont été ensuite confirmées par des études en IRM fonctionnel qui ont montré effectivement, qui ont mis en avant des preuves de neuroplasticité suite aux pratiques de pleine conscience, avec notamment une augmentation de la densité de la matière grise, avec des modifications de certaines zones, certains réseaux neuronaux, par exemple au niveau du cortex cingulaire antérieur, au niveau de l'insula, donc notamment des réseaux qui sont impliqués dans la régulation des émotions, ce qui est un autre processus sur lequel on va se pencher aujourd'hui. Le deuxième processus qui nous intéresse, qui a beaucoup intéressé les chercheurs plus récemment,
c'est la conscience interoceptive, la capacité à être davantage en contact avec ce qui se passe à l'intérieur de nous. Une partie des pratiques de pleine conscience sont centrées sur la focalisation attentionnelle, focalisation sur la respiration, focalisation sur un objet de son choix. Mais une autre partie des pratiques est centrée sur percevoir ce qui se passe à l'intérieur de soi. Par exemple, si vous pratiquez le body scan, on vous a mis également en ligne, donc le balayage corporel, vous permet de découvrir petit à petit des endroits de votre corps avec lesquels on n'est pas forcément en contact, on n'est pas forcément attentif, et de pouvoir progressivement percevoir plus finement ce qui se passe à l'intérieur de nous. Donc par exemple les signaux de faim, de satiété. Et cette conscience interoceptive nous amène à avoir des réponses plus adaptées aux besoins physiologiques. Donc, par exemple, il y a beaucoup de travaux sur les liens entre pleine conscience et conduite alimentaire, où on voit que ces pratiques de pleine conscience vont favoriser de meilleures conduites alimentaires que si on ne pratique pas. Un troisième processus qui a été largement étudié, c'est l'autorégulation émotionnelle, qui va expliquer les raisons pour lesquelles la pleine conscience a un effet sur la diminution des rechutes dépressives, sur la réduction des troubles anxieux, etc. Donc la régulation émotionnelle, elle est permise également par cette conscience interoceptive, puisqu'on est davantage attentif évidemment aux signaux de faim et de satiété, mais aussi aux signaux émotionnels, puisque l'émotion se manifeste sur le plan corporel. Donc on prend conscience plus facilement de ces émotions et au lieu de les fuir lorsqu'elles sont négatives, on va avoir tendance à aller davantage au contact. Donc ne pas avoir peur, mais vraiment aller au contact de ces émotions et les découvrir. Donc on apprend à mieux les connaître, on apprend à les apprivoiser et à les percevoir telles qu'elles sont. On se rend compte qu'en pratiquant cette dimension de la pleine conscience qu'on appelle l'acceptation, en fait, on arrive à réévaluer plus positivement l'expérience qu'on est en train de vivre parce qu'on y découvre des choses. Et toute découverte est une source de progrès pour l'individu, donc aussi une source d'épanouissement. Donc même si une émotion, a priori, nous paraissait négative, en soi, elle n'est pas négative puisqu'elle nous informe de quelque chose. Elle nous informe que, par exemple, si vous avez une émotion de colère, elle vous informe peut-être d'une injustice, d'une action à mettre en œuvre pour améliorer la situation. Donc une émotion n'est pas en soi positive ou négative, elle peut être désagréable, elle peut être source de tension, mais si on décide d'aller l'explorer et de se demander à quoi elle sert et est-ce qu'on peut faire quelque chose pour améliorer la situation, alors elle nous engage davantage dans l'action au lieu de tenter de la fuir ou de procrastiner, de se dire pourquoi est-ce que ça m'arrive à moi, etc. On constate aussi que ce travail sur les émotions permet de réduire la tendance à avoir des réponses automatiques telles que entrer dans le conflit ou éviter en consommant des substances psychoactives, ce qui explique pourquoi la pleine conscience va améliorer les conduites addictives notamment, va réduire les conduites addictives. Un quatrième processus sur lequel les chercheurs se sont penchés, c'est le changement de perspective par rapport à soi ou par rapport à la situation. C'est ce qu'on appelle aussi la décentration, la capacité à percevoir les choses sous différents angles. En fait, lorsque l'on pratique la pleine conscience, le terme pleine conscience signifie en fait une position un peu de métaconscience. On prend conscience de ce qui est en train de se passer à l'intérieur de nous comme si on était un observateur extérieur et non jugeant, bienveillant. Et l'idée, c'est que dans les pratiques de pleine conscience, on pratique ça par rapport à soi, mais en fait, ça va aussi se répercuter sur les situations sociales, c'est-à-dire qu'on va être capable davantage de percevoir les choses à la troisième personne et pas toujours en étant centré sur soi. Donc, ce qu'on appelle la décentration. Il y a notamment Michael Dambrun et Mathieu Ricard qui ont travaillé sur la notion de soi décentré, c'est-à-dire la capacité à ne plus se considérer comme le centre du monde, mais comme faisant partie d'un tout. Et donc, lorsqu'on décide de mettre en œuvre des actions, on prend en compte le tout et pas uniquement le soi. Dans cette capacité à changer de perspective, il y a aussi une dimension sur laquelle les
les pratiques de pleine conscience travaillent, c'est la diffusion par rapport à ces pensées. Lorsque vous observez, à la troisième personne, vous observez de l'extérieur une pensée qui survient, vous n'êtes pas cette pensée, vous êtes la personne qui est capable d'accueillir cette pensée. Donc ça permet de moins coller à cette pensée, de moins croire que cette pensée est une réalité. On peut accueillir les pensées telles qu'un événement qui survient, tel qu'un nuage qui passerait dans le ciel si c'est une pensée désagréable, et sans considérer que cette pensée devient une réalité. Par exemple, il y a des personnes qui ont un biais cognitif qu'on appelle fusion pensée-forme. C'est-à-dire qu'ils ont tendance à penser que le simple fait de voir l'image d'un hamburger leur fait déjà prendre du poids. Donc c'est la fusion pensée-forme, le fait de penser vous donne déjà des calories. Et donc notamment les personnes qui ont des troubles alimentaires, comme les anorexiques et les boulimiques, ont tendance à avoir cette fusion de croire que le simple fait de penser à un aliment vous fait déjà grossir. Lorsqu'on pratique la pleine conscience, on constate qu'il y a une diffusion qui se produit. C'est-à-dire que les personnes sont capables d'avoir la pensée de hamburger qui arrive sans que cela donne l'impression qu'elles vont grossir et génère des angoisses, etc. et donc des comportements de restriction supplémentaires. Donc c'est ce qui permet, ce mécanisme de décentration, de diffusion, permet d'expliquer une partie des effets des programmes de pleine conscience. Un dernier processus qui est particulièrement important, sur lequel les chercheurs se sont attardés récemment, c'est la dimension d'autocompassion. Alors, parfois, les chercheurs ne considèrent pas que c'est un processus, mais que c'est une attitude. Mais en tout cas, cette compétence, cette capacité ou cette attitude d'être bienveillant envers soi-même, c'est quelque chose qui est développé par ces pratiques de pleine conscience et qui améliore la capacité à prendre soin de soi. Donc on constate, il y a plusieurs études qui sont sorties récemment qui montrent que les pratiques de pleine conscience améliorent les comportements de santé, par exemple l'activité physique, l'alimentation équilibrée, alors même qu'il n'y a aucun aspect psychoéducatif sur ces dimensions-là dans les programmes. Donc il y a vraiment une attention plus bienveillante envers soi-même, sans que la vie de l'individu soit auto-centrée en permanence, mais simplement prendre en compte le fait que soi-même on fait partie d'un tout. Si on prend soin de soi, ça a aussi un impact sur le tout. C'est-à-dire que prendre soin de soi nous permet aussi d'être plus bienveillant envers les autres, d'être davantage bien disposé pour répondre à des situations de manière adaptée. Donc ça a un effet positif sur l'ensemble. Donc on constate que la compassion pour soi améliore aussi la capacité à réguler ses émotions et donc à gérer les situations. Ce qui va amener les personnes à avoir davantage de comportements altruistes. Par exemple, il y a une étude qui a été réalisée par Condon et ses collaborateurs où en fait il y avait une salle d'attente. Donc on proposait à des participants de venir dans une salle d'attente pour participer à une expérimentation. Et en fait il y avait plusieurs compères qui étaient donc des complices de la recherche, qui étaient assis dans cette salle, et puis une personne qui arrivait avec des béquilles, qui avait des difficultés à marcher. Et il n'y avait plus de place dans la salle d'attente. Donc l'idée c'était qu'on allait mesurer le temps que mettait le participant à céder sa place à la personne qui avait des béquilles. Et donc on compare en fait le groupe qui a pratiqué la pleine conscience avec le groupe qui n'a pas pratiqué, qu'on appelle groupe contrôle. Ce qu'on constate, c'est que au bout de 2 minutes, puisqu'on attendait 2 minutes et ensuite l'expérimentation se terminait, au bout de 2 minutes, 50% des participants des groupes de pleine conscience avaient cédé leur place, alors que dans le groupe contrôle, moins de 20% des participants cédaient leur place à la personne qui était avec des béquilles. Donc ça, c'est une des manières de montrer en laboratoire, donc c'est des situations qui sont artificiellement créées pour mesurer les comportements prosociaux. On constate par ce biais-là que les pratiques de pleine conscience vont avoir tendance à améliorer les comportements altruistes. En résumé, on peut dire que les pratiques de pleine conscience vont permettre de sortir du mode pilote automatique pour entrer dans un mode plus conscient qui est guidé par une intention notamment prosociale. On
Ça va réduire la tendance à l'évitement, si on a tendance à régulièrement éviter les situations désagréables, les émotions désagréables, etc. Ça va être remplacé par une attitude de curiosité, d'aller au contact, d'acceptation. Ça va diminuer aussi la tendance à penser sur l'expérience et plutôt à vivre l'expérience. Ça diminue la tendance à juger, à catégoriser, et on est donc davantage dans une dimension d'ouverture. Ça diminue aussi la réactivité pour être remplacé par une réponse choisie, et ça va diminuer donc les comportements aussi délétères par rapport à sa propre santé au profit de comportements qui vont apporter plus de bien-être. Toutes ces dimensions que je vous ai décrites aujourd'hui permettent d'améliorer ce qu'on appelle la flexibilité psychologique. Cette flexibilité, c'est la capacité à répondre de manière différente selon les situations et selon aussi les intentions prosociales qui nous habitent. Donc si on constate que dans une même situation, on va avoir tendance à répondre toujours d'une manière qui est inadaptée, grâce aux pratiques de pleine conscience, on va pouvoir diversifier la manière de répondre, donc être plus créatif dans ses réponses, et notamment en restant connecté avec ces valeurs prosociales qui habitent les pratiques de pleine conscience.